Monsieur l'ambassadeur Charles Kouchner, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici dans votre ambassade. C'est un lieu de grande histoire. Les pères fondateurs des États-Unis, Franklin, Jefferson, vous ont précédé ici. Pour vous, aujourd'hui en 2025, que représente la France ? Tout d'abord, je suis très honoré d'être l'ambassadeur des États-Unis en France. La France est notre plus vieil allié, un allié très proche. Nous allons bientôt célébrer le 250e anniversaire des États-Unis d'Amérique. La France, c'est le pays qui a planté cette graine qui a donné naissance à notre grand pays des États-Unis. Nous sommes très reconnaissants de cette relation. Je suis ici pour renforcer cette relation. Nous avons beaucoup de préoccupations partagées, il y a beaucoup de problèmes dans le monde que nous essayons de régler ensemble. La Chine, l'Ukraine, l'Iran et la Russie. Cette relation est importante pour nous et je suis fier d'être ici comme représentant des États-Unis. Vous êtes un ami personnel du président Trump, plus que ça, vous êtes de sa famille, votre fils Jared a épousé sa fille Ivanka, vous avez des petits-enfants en commun. Il a montré des signes d'amitié pour la France, Notre-Dame par exemple. Il a aussi eu la main très lourde contre la France, dans l'affaire des tarifs par exemple. Comment le président Trump voit-il la France ? Pour le président Trump, la relation et le partenariat avec la France sont importants. Il aime le leadership de la France. Il respecte le leadership de la France. Ceci étant, le travail du président Trump est de défendre les États-Unis et de s'occuper des intérêts des États-Unis. Alors, lorsqu'il observe un grave déficit commercial, il fait ce qui est le meilleur pour l'économie américaine. Le monde n'est pas forcément très heureux de cela, mais je pense que c'est dans l'intérêt de notre pays. Certains Français ont l'impression que vous rançonnez la France, que vous essayez de lui prendre le maximum de milliards. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Je pense que les gens justes aux États-Unis avaient le sentiment que la France profitait de milliards pris à notre pays à cause d'une relation économique déséquilibrée. Ce que fait le président Trump, ce qu'il met en œuvre, c'est une relation financière plus juste. Les Français peuvent se plaindre aujourd'hui d'un déséquilibre, de retrouver des droits de douane. Mais en définitive, la relation était mauvaise pour les États-Unis avant. Et le président Trump corrige cela. Quel est le lien personnel entre le président Trump et le président Macron ? Ils ont une très bonne relation. Le président Trump apprécie, il respecte le président Macron. Il respecte la relation entre les pays. Et ces deux présidents échangent régulièrement. Le président Donald Trump dit qu'il s'entretient régulièrement avec le président Macron. C'est une relation saine et bonne. Parfois, ils ont eu des liens houleux, par exemple au téléphone. Parfois, ils se sont entendus. Le président Macron était notre invité il y a quelques jours. Il disait le fait qu'il ait été dans la finance, qu'il ait eu, entre guillemets, pour Donald Trump, un vrai métier, avant d'être politicien, ça compte. Est-ce que c'est vrai ? Vous savez, je suis marié depuis 50 ans. J'aime ma femme. Mais nous n'avons pas toujours été d'accord pendant ces 50 années. Alors, deux personnes peuvent ne pas être d'accord sur quelque chose, mais vous savez, ça fait partie du dialogue, d'un dialogue sain, d'une relation saine. Quoi qu'il en soit, je pense que le président Trump est aussi un très bon homme d'affaires. Son approche dans son travail, c'est de mettre en œuvre un plan d'action pour que les États-Unis soient aussi forts et énergétiques que possible. Et je pense qu'il fait du très bon travail. Il a de très bons résultats. Et c'est cela qui crée parfois des désaccords entre le président Macron et le président Trump. Excellence, le moment est très difficile. Vous avez écrit cette lettre très directe, critiquant, selon vous, le manque d'action de la France contre l'antisémitisme. La France, le président Macron sont très mécontents de cela. Ils estiment que vous faites ingérence dans les affaires intérieures de la France. Ce n'est pas mon boulot de faire de l'ingérence dans la politique française, de m'impliquer dans la politique nationale. Je ne suis pas là pour ça. Je suis ici en tant qu'ambassadeur des États-Unis en France pour protéger les citoyens américains en France et pour développer et promouvoir les intérêts américains. En même temps, c'est très difficile pour moi de voir ce qui se passe en France et de ne pas commenter la situation en tant qu'humain, en tant que membre de la communauté juive. L'antisémitisme en France est terrible. Je me suis récemment entretenu avec une jeune mère.
Elle a envoyé son enfant à l'école publique. Elle portait un nom manifestement juif. Des parents ont choisi de ne pas envoyer leurs enfants à l'école publique parce que le directeur a dit que les enfants musulmans allaient frapper les enfants juifs. Imaginez si c'était une mère noire qui n'enverrait pas ses enfants à l'école parce qu'ils risquent d'être tabassés par les enfants blancs. Ce serait terrible aussi. Et si une mère palestinienne disait que des enfants juifs allaient frapper ses enfants, je serais horrifié de la même manière. La haine est terrible. J'ai déjà vu cela dans l'histoire de ma famille. Je ne les connais pas tous car beaucoup ont été assassinés. Donc faire de l'ingérence, ce n'est pas ce que je veux faire. Ce n'est pas mon inspiration. J'ai aussi envie de partager que j'ai eu beaucoup d'appels de sénateurs américains, de membres du Congrès, qui me posent des questions parce qu'ils savent que je suis ici. Et ils me demandent, Charles, quelle est l'ambiance en France sur l'antisémitisme? Quelle est la loi et quelles sont les règles fiscales en France? Ce sont des choses dans la tête des Américains qui se demandent s'ils devraient faire des affaires en France ou s'ils devraient venir se développer ici. La France se tire vraiment une balle dans le pied quand elle n'agit pas sur ces questions. Mais monsieur l'ambassadeur, il y a aussi beaucoup d'antisémitisme aux États-Unis. On a vu les chiffres, il y a une montée de l'antisémitisme aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il y a d'après vous de spécifique en France? Est-ce que vous considérez que la France est un pays où il y a plus d'antisémitisme? Pourquoi? Non, et c'est une très bonne question parce que nous avons le même problème aux États-Unis. Aux États-Unis, l'antisémitisme est bien présent, très vivant. C'est quelque chose qui existe réellement et on le voit également dans les universités, comme en France d'ailleurs. Mais il y a une énorme différence entre nos deux pays. Nous avons un président qui reconnaît le problème et qui a agi fermement sur ces questions. Pardon, vous voulez dire que le président Macron ne le reconnaît pas? Non, je dis juste que je pense que les dirigeants du gouvernement français peuvent faire beaucoup plus que simplement condamner ces actes. Et je ne vois pas où cela se produit. Quand je parle à la communauté, elle a le sentiment qu'ils n'en font pas assez pour les protéger. Je tiens également à souligner que ma lettre n'avait pas pour but de contrarier le président Macron ou le gouvernement français. C'était un appel à l'action. C'était un acte pour être constructif. J'ai voulu dire que je pouvais peut-être aider le gouvernement français à régler ce problème auquel les Américains et les Français sont confrontés. Charles Kouchner, il y a une dimension personnelle, visiblement. Une partie de votre famille a péri dans la Shoah. Votre famille juive est venue ensuite de Pologne aux États-Unis. Est-ce que on a l'impression que ça détermine principalement votre engagement? C'est l'un des aspects de mon engagement. Mais cela va beaucoup plus loin. Je suis contre toute forme de haine. Je ne crois pas en la discrimination. Et je pense que la haine nourrit la haine et qu'elle ne fait que grandir. Si elle n'est pas corrigée, elle peut s'épanouir. J'ai entendu des statistiques disant que 50% des jeunes Français n'ont jamais entendu parler de l'Holocauste. Comment est-ce possible, alors qu'ils apprennent l'histoire de la Seconde Guerre mondiale? Les États-Unis ont eu un grand rôle dans la Seconde Guerre mondiale. Alors comment les enfants n'appréhendent pas ce qui est arrivé à 6 millions de personnes qui ont été tuées parce qu'elles étaient juives? Aux États-Unis, nous avons eu les mêmes problèmes avec l'antisémitisme. Mais nous avons un dirigeant aujourd'hui qui est proactif pour lutter contre cette forme de haine, comme contre le sentiment anti-américain dans le pays. Il y a une différence très profonde de position entre la France et les États-Unis sur Israël et les Palestiniens. La France a dénoncé des actions inacceptables du gouvernement Netanyahou à Gaza. On souligne ici en France qu'il y a dans le gouvernement Netanyahou des ministres ouvertement racistes. Et la France va reconnaître sans doute dans quelques jours l'État de Palestine au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Comment allez-vous réagir? Il y a un auteur aux États-Unis
qui a dit que la solution à deux États est une illusion à deux États. Je ne sais pas si le jeu de mots fonctionne en français, mais en tout cas, cette solution est une illusion. Il faut regarder cette solution ou cette illusion et se poser quelques questions. Où est-ce que l'État va se situer? Personne n'a la réponse. Qui va être le dirigeant de cet État? Ils font référence à Abbas avec une autre élection. Abbas n'a pas exactement été un leader légitime avec ces 3 élections. Qui va payer pour cet État? Ce ne sont pas les États-Unis d'Amérique. Et donc je ne sais pas qui va payer. Et ensuite, il faut se poser une dernière question. Depuis combien de temps cette solution a-t-elle été proposée? 20 ans? 30 ans, 40 ans. Donc pour moi, cette reconnaissance est davantage le ressentiment d'un pays qui dit « je ne suis pas heureux d'Israël » que réellement une volonté de faire quelque chose de proactif. Je pense que c'est une mauvaise idée. C'est une idée vouée à l'échec. J'aimerais indiquer une chose. On m'a accusé de faire de l'ingérence en France, en écrivant cette lettre et en m'impliquant. Mais n'est-ce pas de l'hypocrisie quand on voit que la France présente une solution à deux États qui pourrait miner la survie du pays qui est touché? Il ne s'implique pas dans la politique d'Israël? Encore une fois, je suis ici comme ambassadeur des États-Unis. Mais quand je suis accusé de m'impliquer dans la politique intérieure de la France, ce n'est pas mon intention. Mais c'est ce que fait la France elle-même. La France vous répondra qu'elle agit pour le droit des peuples, pour ces Palestiniens, pour les civils palestiniens qui souffrent dans des conditions épouvantables à Gaza. Quelle est selon vous, là, vous parlez d'hypocrisie de la France, pourquoi d'après vous? Parce que je pense que la France renforce le Hamas en agissant ainsi. Évidemment, il faut arrêter le massacre des enfants palestiniens. Le massacre pourrait s'arrêter dès aujourd'hui, avant la fin de cette interview. Le Hamas doit seulement déposer les armes et libérer les otages. Pardon de vous interrompre, la France ne reconnaîtra pas le Hamas, elle reconnaîtra l'autorité palestinienne. En l'occurrence, c'est elle qui sera de fait, et c'est l'autorité palestinienne qui n'est pas le Hamas. Mais vous renforcez le Hamas en proposant cette solution à deux États. C'est la position du président des États-Unis et du secrétaire d'État, Marc Rubio. Ce qu'a fait la France, c'est de renforcer le Hamas et de les éloigner de la table des négociations. Et au lieu de se concentrer sur Israël, le focus devrait être sur la population qui a agressé, qui a des otages et qui a assassiné énormément de monde. Personne n'est heureux de cette situation. Israël n'est pas heureux de voir la tragédie des Palestiniens. C'est une tragédie. C'est une situation tragique. Charles Kouchner, là, votre style de diplomatie, le vôtre, le style du président Trump, alors il y a un mot typiquement juif new-yorkais que vous incarnez un peu, c'est la chutzpah, c'est le culot. Vous êtes de ce monde-là, alors c'est un défaut ou une qualité selon qu'on le trouve. La France vous convoque au Quai d'Orsay et vous n'y allez pas. Alors ceux qui vous aiment bien s'en amusent, les autres se disent vous vous moquez du monde. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Ce n'est pas mon intention de me moquer du gouvernement français. J'ai du respect pour le président Macron. Il était très très gentil quand il nous a accueillis. Il a été très sympathique. Je l'ai rencontré 2 fois avec sa femme, tout à fait charmante, et on a eu un très bon accueil. Je n'ai aucune complainte, mais je suis ici pour faire un travail. Si le président Trump souhaitait sélectionner le meilleur diplomate pour venir en France, il n'a pas fait le bon choix. Je ne suis pas le meilleur. Et je ne pense pas qu'il soit le plus grand diplomate non plus. Voilà pourquoi c'est un des plus grands présidents des États-Unis. Il ne comprend pas les protocoles. Je ne comprends pas le protocole non plus. Donald Trump a une certaine mentalité, un certain état d'esprit. Il sait ce qu'il souhaite accomplir. Il a un objectif et ses efforts ont été couronnés de succès jusque-là. Il a réussi à atteindre ses objectifs car il est un très bon stratège. C'est un bon homme d'affaires. Et c'est ce qu'on fait dans le monde des affaires. Alors que l'on passe par la voie protocolaire ou non, ça n'a pas d'importance. Le fait que vous ne soyez pas allé à cette convocation du Quai d'Orsay, d'habitude l'ambassadeur, s'il est en territoire, s'il est en possibilité d'aller à la convocation, il va.
Ça a choqué beaucoup de Français. Expliquez-nous pourquoi vous n'êtes pas allé. Je n'y suis pas allé, mais ce n'était pas un manque de respect de ma part. Le bureau du ministère a contacté mon adjoint qui s'y est rendu à ma place. Il savait que je n'étais pas présent. Voilà pourquoi je n'ai pas pu m'y rendre. Ce n'était pas un manque de respect. Ça veut dire que vous allez continuer dans ce style-là ? C'est-à-dire que je vais rester respectueux vis-à-vis de tout le monde et faire du mieux possible pour représenter mon grand pays et pour remplir mes objectifs. Je veux travailler dur pour la grandeur de mon pays. À la fin, nos deux pays, l'Amérique et la France, y gagnent. Est-ce que ça marche? On a vu à Washington cette scène incroyable, le président Trump avec devant lui les Européens à son bureau, dans le bureau ovale, et il bouscule tout. Il dit « je vais appeler tout de suite le président Poutine ». Et on dit, les Européens disent « attendez, il faut demander aux équipes, aux diplomates, etc. » Il dit « non, je ne fais rien de tout ça, j'appelle tout de suite ». Mais est-ce que ça marche? Quelle a été la réussite des Européens pour négocier et amener Poutine à venir discuter autour d'une table? Pouvez-vous me citer une de leurs réussites avec leur protocole et tout ça? Le président Trump ne pense qu'aux résultats. Il a pris son téléphone et il a obtenu une réunion avec Poutine. Est-ce facile de négocier avec lui? Est-ce que c'est une rencontre facile? Est-ce que Trump était heureux? Il fait juste le maximum de son travail. Il a déjà conclu plusieurs traités de paix. Il est au pouvoir depuis 8 mois et il a déjà fait un travail fantastique dans le monde entier. L'Amérique est respectée par tous. Quand on compare cela au protocole des Européens, ils ont peut-être du protocole, mais ils n'ont rien accompli sur ce sujet brûlant. Il y a une guerre qui fait rage et qui coûte des vies chaque jour, des deux côtés. Les humains sont humains, quel que soit leur côté. Des humains sont tués de manière inutile chaque jour. Le président Trump se moque du protocole. Mais s'il y a bien quelqu'un qui peut obtenir quelque chose avec Poutine, c'est bien le président Trump. Les partisans du président Trump espèrent qu'il aura le prix Nobel. C'est une campagne que vous devez mener ici en Europe. C'est pas gagné pour vous, hein. Le comité Nobel, est quand même, ce sont des Norvégiens plus à gauche que vous. Si vous les aviez face à vous, les gens du comité Nobel, qu'est-ce que vous leur diriez pour les convaincre? Vous avez quelques semaines là. Je leur dirais que si le prix est basé sur une question politique, la discussion n'aura pas lieu. Mais si le prix est remis sur la base du mérite, il n'y a pas de meilleur bénéficiaire que le président Trump. Je pense qu'il le méritait déjà grâce aux accords d'Abraham, dont il avait parlé avec mon fils. Personne ne pensait qu'ils arriveraient à réunir les pays arabes et Israël vers une forme de paix. Aujourd'hui, je pense qu'en éliminant les sites nucléaires iraniens, il a sauvé Israël. Je pense également qu'ils ont sauvé les pays amicaux du Moyen-Orient. Et je pense qu'il a aussi sauvé l'Europe. Parce qu'avoir un pays aussi proche de l'Europe qui détient l'arme nucléaire et qui peut l'utiliser ne devrait pas vous faire vous sentir en sécurité. C'est une menace. Et je pense qu'il a potentiellement sauvé le monde également. Et il mériterait le prix Nobel de la paix. Donc s'il ne l'obtient pas, c'est juste pour une question politique. S'il ne lui donne pas, honte à eux. Excellence. Un mot encore quand même sur les droits de douane. Vous savez combien les Français, les Européens espèrent encore convaincre d'avoir une attitude. Est-ce que c'est fini? Est-ce que la négociation est finie? Ou est-ce que quand même on peut encore parler? De quel point de vue? Je ne comprends pas votre question. Si, vous comprenez. Est-ce que les 15% sur l'Europe, c'est fini, c'est comme ça? Ou bien est-ce qu'une négociation va encore être possible? Seul le président peut répondre à cette question. Je ne vais pas parler au nom du président des États-Unis. Un dernier mot, s'il vous plaît, ce lieu est tellement incroyable. Alors, vous avez mis ici le portrait de Napoléon.
Derrière moi, il y a Jefferson, votre prédécesseur. Hein. C'est l'homme qui avait dit là, les États-Unis, empire de la liberté, c'est-à-dire la liberté, mais c'est aussi l'empire, c'est la domination et la liberté à la fois. Il y avait cette expression gendarme du monde, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes encore, est-ce que vous voulez encore être le gendarme du monde? Again, that's a question for the president, but the American... Une nouvelle fois, c'est une question pour le président. La vision américaine, c'est de développer des partenariats. Voilà pourquoi je suis ici en tant qu'ambassadeur, pour développer la relation entre nos deux pays. Et je pense que les États-Unis ont ce désir. La puissance américaine, militaire ou économique est formidable. Et le président Trump est un grand dirigeant qui sait comment utiliser ces outils, ceux que nous avons la chance d'avoir. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que les États-Unis ne devraient pas être les gendarmes du monde. Mais il y a aussi des personnes qui pensent que nous devrions l'être. Je pense que le président Trump a trouvé le juste équilibre dans son approche. Savoir qui il aide et comment il aide. Monsieur l'ambassadeur, merci. Thank you very much. Merci beaucoup.